Eh bien bonjour, c'est Bernard. Donc dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé du sens. Quel sens donner à tout ça, à toute cette histoire? Là, on va changer de sujet et on va s'occuper de savoir si l'arbitre est libre ou pas. Autrement dit, on va parler du libre arbitre et voir un peu qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre. Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il fonctionne? Et s'il fonctionne, comment fonctionne-t-il? Alors, ce qui est intéressant et curieux, c'est de s'apercevoir, en regardant les réseaux sociaux par exemple, que, en fait, il y a plein d'opinions qui coexistent et on a l'impression qu'il y a une grande variété d'opinions. Mais en fait, si on regarde bien, on va voir des grands groupes d'opinions similaires. Dans le cas d'une crise majeure comme le Covid, en fait, on pourrait penser que toutes les opinions sont dans la nature. Pas du tout. Donc on va se retrouver avec très peu d'opinions finalement, majoritaires. On va trouver les révoltés, on va trouver ceux qui sont dans la théorie du complot, que en fait tout ça, c'est pour éliminer les pauvres ou les vieux, etc. Vous avez des gens qui ont des théories vraiment bizarres et alternatives, comme c'est la 3G, la 4G, la 5G, la 6G, la 7G, le compteur Linky, je sais pas quoi, les extraterrestres ou tutti quanti. Vous avez ceux qui vont vous dire que tout ça, c'est un gouvernement d'incapables, effectivement, qui savent rien faire et qui n'arrivent à rien, etc. Et puis vous avez ceux qui vont vous dire, nous, il faut attendre bien sagement que les choses se décantent, etc., etc. Et donc, en fait, ce que tu dois pouvoir t'apercevoir par toi-même, c'est que ces opinions-là, en fait, ces grandes opinions, elles structurent les opinions de plein de gens. Donc en fait, le libre arbitre en question, c'est-à-dire la possibilité de choisir une opinion et de s'y tenir, en fait revient à rentrer dans un camp plutôt que dans un autre. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, on choisit un camp, on choisit un type d'opinion parce qu'il va venir quoi faire? Nous rassurer ou nous conforter dans l'opinion que nous avons de nous-mêmes, probablement, voire être en accord avec l'émotion que nous procurent les représentants de ce camp-là, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils nous transmettent et comment ça résonne en nous. Et alors c'est extrêmement curieux parce que nous choisissons une opinion, nous choisissons à la suite d'une opinion, on peut choisir un engagement, on peut choisir quelque chose d'extrêmement sérieux, uniquement basé sur comment ça résonne en nous et quelles émotions cela fait émerger en nous. Est-ce que ça va être notre colère qui nous guide? Est-ce que ça va être notre frustration qui nous guide? Est-ce que ça va être l'amour qui nous guide? Est-ce que ça va être la joie qui nous guide? Est-ce que ça va être le sentiment de rébellion qui nous guide? Est-ce que ça va être la peur, la crainte qui nous guide? Et en fait, selon ce qui va nous guider, et si nous sommes guidés par plusieurs choses, c'est le rapport entre les différentes émotions qui vont être en nous, qui vont nous conduire à nous sentir plus en harmonie avec telle opinion ou telle autre opinion, et l'adopter comme étant voilà, le chemin que nous allons suivre, l'opinion que nous avons décidé d'avoir. Et nous avons notre libre arbitre de choisir telle ou telle opinion. Alors on voit que, en fait, le libre arbitre auquel nous pensons, c'est un libre arbitre de façade, car il s'agit simplement de venir, comme un petit mouton, choisir son troupeau et la couleur du troupeau auquel on va se référer. Alors, certains sont plus malins. Certains disent « Ouh là là, je vais avoir une stratégie, parce que si je suis tel troupeau, ça va me permettre ceci, ceci, cela, qui rentre dans ma stratégie globale de contestation de l'ordre établi, ou de maintien de l'ordre établi, ou de valoriser ma propre personne, ou de valoriser mes intérêts. »
etc., etc., etc. Donc ça, on va dire que c'est un autre groupe qu'on pourrait appeler les stratèges. Mais autrement, la plupart d'entre nous, nous choisissons en fonction de nos émotions. Et alors, évidemment, pour certains, les émotions ont valeur de preuve. Si je sens telle émotion face à telle personne, c'est que c'est cette personne qui provoque telle émotion en moi, et donc ma réaction est totalement justifiée. C'est quelque part une forme de vérité qui s'affirme à travers l'émotion. Oui, mais sauf que comment se construit l'émotion? Ça c'est intéressant. Eh bien, malheureusement, l'émotion se construit par un conditionnement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, nous allons croire telle ou telle parole parce que toute notre expérience de vie nous a conduit à croire telle ou telle parole. Telle chose va nous faire peur parce que notre expérience de vie fait que nous avons peur de ce genre de choses-là. Si notre expérience de vie nous a conditionnés à ressentir de la joie dans telle et telle circonstance. Par exemple, dans un grand groupement d'amis, dans un bar, un soir tard, et à faire la fête jusqu'à la fermeture, juste avant le confinement du Covid, et en se disant « ouais, la maladie ne passera pas par moi », voilà, eh bien, on peut se retrouver facilement contaminé. Donc, vous voyez que l'émotion n'est pas vraiment une source fiable pour prendre des décisions et pour engager sa vie, surtout que dans les circonstances qui nous occupent, parfois, notre vie peut être engagée sur un tout petit détail. Alors bon, c'est vrai que pour moi c'est plus important parce que je suis dans la tranche d'âge à risque, paraît-il. Les plus de... je vous laisse deviner. Donc voilà. Mais en fait, ces émotions-là, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont liées au conditionnement qu'on a reçu, à nos expériences de vie. Et alors, ce qui est amusant, c'est que nos expériences de vie sont constituées de quoi? Elles sont constituées de tous les contextes dans lesquels on a été plongé depuis notre plus tendre enfance. Et ce sont ces contextes qui nous ont conditionnés. Mais vous allez me dire, tout le monde est plongé dans les mêmes contextes. Absolument, tout le monde est plongé dans les mêmes contextes. Sauf que nous allons entrer en résonance avec tel contexte ou tel autre. C'est ce qu'on va appeler le cadre de référence. C'est quel est notre cadre de référence? Quel est ton cadre de référence? Quel est mon cadre de référence? Et c'est ce cadre de référence qui va faire que je vais être sensible à ce contexte-là plutôt qu'un autre. Et ce contexte-là plutôt qu'un autre, c'est lui qui va générer mes émotions. Et générant mes émotions, il va générer mes choix, mes adhésions, et il va générer mon comportement. Alors, évidemment, c'est un peu bizarre cette affaire-là, parce que en fait, c'est comme si on peut que très difficilement échapper au conditionnement social qu'on a reçu. C'est-à-dire, que faisaient nos parents? Vers quoi ils nous orientaient? Qu'est-ce qu'ils nous racontaient? Quels étaient leurs propres cadres de référence? Et en fait, c'est malheureux à dire, mais on s'aperçoit que notre libre arbitre est totalement conditionné par les cadres de référence que nous avons reçus de nos parents, de nos grands-parents et des ancêtres et de nos origines sociales, familiales, culturelles, religieuses. L'histoire de la religion, c'est amusant parce qu'on voit beaucoup d'opinions religieuses très très tranchées, parfois chez des gens qui rentrent dans des syncrétismes religieux un peu bizarres, New Age ou autres. Et en fait, très souvent, ce qui est amusant, c'est que tout ça, c'est en réaction au christianisme. En tout cas, dans notre pays, c'est ça. Et en réaction au christianisme, on adopte des croyances religieuses parfois un peu bizarres. Enfin, bizarres, pas forcément bizarres, mais disons
dont la problématique est qu'elles sont construites en opposition au christianisme. Donc, là aussi, conditionnées par le christianisme. Alors, comment échapper au conditionnement, hein? Quoi faire? C'est-à-dire, quoi faire par rapport à ça? Quoi faire par rapport à tous ces conditionnements qui nous conduisent à adopter des chemins de vie, des opinions, des engagements, des décisions, qui remontent bien avant nous, quelque part. Alors voilà, absolument, c'est ça, c'est quoi faire. Et bien, ce quoi faire-là, c'est déjà comprendre, c'est-à-dire seule l'observation et d'une certaine façon la connaissance, la reconnaissance, permet réellement de comprendre ce qui se passe, comment tout ça s'organise. Et c'est seulement par une forme de, je dis le mot, contemplation de ce fonctionnement-là, de ton fonctionnement, de mon fonctionnement, de notre fonctionnement, que quelque part, une forme de clarté peut soudainement apparaître. Et c'est très intéressant. À ce moment-là, les choses prennent un tout autre sens. On arrive à comprendre comment c'est possible que telle ou telle situation se soit construite de cette manière-là. Alors, bien évidemment, cela ne fait pas tout. Mais c'est le premier pas vers une forme de, comment dirais-je, je ne vais pas dire sagesse parce que ce n'est pas vrai, mais une forme de connaissance du fonctionnement, de notre fonctionnement, de ton fonctionnement et du mien. C'est-à-dire que, en fait, c'est de pouvoir reconnaître à un moment donné que nous ne sommes rien d'autre que des contextes empilés les uns sur les autres, auxquels on peut ou non faire référence, et que ces contextes-là, c'est quoi? C'est tout simplement du matériel sensoriel, des images, des films, des souvenirs, mais aussi des mots échangés, des conversations, des musiques entendues, des musiques jouées, mais aussi des émotions déjà présentes, des émotions, des sensations même, la sensation de chaud, de froid, d'aimer telle portion de musique ou de rejeter telle autre. Et c'est tout ça qui nous constitue. Et nous sommes constitués que de ça. Autrement dit, d'une sorte de matière brute sensorielle, la somme de tous les contextes. Nous ne sommes qu'une matière brute sensorielle, organisée quand même, et réorganisée en permanence par le mode par défaut du cerveau. Alors, le mode par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend continuellement tout ce matériel sensoriel et il le réorganise pour lui donner un nouveau sens. En fonction de quoi? Eh bien, sans doute en fonction des contextes dans lesquels il se trouve, en fonction des émotions qui sont ressenties et vécues à un moment ou à un autre. Et en fait, tout ça, ça crée un immense tourbillon de sensations et d'émotions qui tournent en permanence en nous et duquel sort par tout un tas de relations de cause à effet, subitement, une opinion, un choix, une décision, un engagement. Étonnant, non? Bon, ça va suffire pour aujourd'hui, mais reste branché si tu veux connaître la suite, parce que bien évidemment, il y a une suite. Allez, à très bientôt.